Merci de votre fidélité. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Le journal de 8h, c'est avec Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Depuis l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, les radars fonctionnent à plein régime. Europe 1 vous dévoile les chiffres dans ce journal. À la une également Sophie. Du mieux à la gare Montparnasse, 2 trains sur 3 aujourd'hui. Un retour total à la normale prendra toutefois encore quelques jours. Critiqué pour sa discrétion depuis le début de l'affaire Benalla, Christophe Castaner va devoir s'expliquer devant la commission d'enquête du Sénat ce matin. À la Californie, toujours ravagée par les flammes, une histoire bouleverse les États-Unis, celle d'un homme dont la famille a péri alors qu'il tentait de la rassurer au téléphone. Et puis, travailler l'été, c'est souvent plus sympa que durant l'année. La pression est moins présente et les pauses déjeuner plus longues. Ça ne faisait aucun doute, Europe 1 en a eu la confirmation avec l'abaissement de la limitation de vitesse sur les routes secondaires. Depuis le 1er juillet, le nombre de conducteurs flashés a grimpé en flèche. Ils ont été multipliés par plus de 2 au niveau national selon les prévisions de la sécurité routière, Kevin Tuilier. Oui, effectivement, ces flashs ont été multipliés en France par 2,1 pour être précis, ce qui représente, selon nos informations, 260 000 flashs en plus pour atteindre en juillet un total de 500 000 sur ces routes, désormais à 80 km/h. Alors si pour l'instant, on ne connaît pas ces chiffres dans le détail pour l'ensemble des départements, on sait par exemple que le Var rentre dans la moyenne nationale avec 2 fois plus de flashs. Ils ont presque triplé en revanche en Haute-Loire en juillet. Mais cette hausse nationale comparée à d'autres mesures reste minime pour la sécurité routière. La mise en place des radars à double sens par exemple avait entraîné une multiplication des flashs par 4. Et l'autre conséquence de l'abaissement de la vitesse à 80 km/h, plus inattendue cette fois, c'est l'explosion des dégradations sur les radars. Plus de 400 ont été détériorés en ce mois de juillet, contre une centaine habituellement. Une forte hausse liée pour la sécurité routière à l'impopularité de cette mesure. Kevin Tuilier, correspondant dans le nord d'Europe 1. À Nantes également, les conducteurs ont peur de se faire avoir, soit parce qu'ils n'ont pas encore pris l'habitude de rouler moins vite, soit par inattention. J'ai dépassé un petit peu, le radar il prend en compte, il flash et c'est rageant. Pour moi, sans être impoli, c'est du racket. J'ai beaucoup bougé ces derniers temps, j'ai peut-être pas fait attention. En plus, ça passe à 80, les panneaux n'ont pas été changés. Il y a quand même un flou, je trouve. On se rend bien compte qu'on roule jamais à 80. Ouais. Donc moi, je vais faire mon 80 sur quelques petites portions, mais pas tout le temps. Et je pense qu'il y a la majorité des Français qui vont se faire flasher dans ces petits moments où ils font pas gaffe. C'est pas ça la sécurité. Je pense que les gens qui étaient dangereux avant seront toujours dangereux aujourd'hui. Mais nous, on aura peut-être un petit peu plus de... un peu plus de points en moins et on versera peut-être un peu plus dans les caisses de l'État, je pense, ouais. Des témoignages recueillis pour Europe 1 par Pierre-Baptiste Vanzini. La situation reste encore fragile aujourd'hui à la gare de Paris-Montparnasse. Oui, 4 jours après l'incendie inexpliqué d'un poste électrique à Issy-les-Moulineaux, le trafic reprend lentement. RTE a rétabli le courant. Il y a donc du mieux. Aude Vernuccio. Avec le rétablissement du courant, les départs et arrivées du sud-ouest jusque-là reportés, gare d'Austerlitz, vont enfin reprendre à Montparnasse. Prévoyant en moyenne aujourd'hui 2 trains sur 3 sur l'ensemble du réseau. D'après les prévisions de la SNCF, la totalité des trains ne sont pas encore aptes à circuler car les postes de maintenance qui servent à vérifier l'état des trains ont été eux aussi privés d'électricité, comme celui de Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Impossible donc pour les agents SNCF de tester les freins, les moteurs, le fonctionnement des portes et de garantir la sécurité des voyageurs. Certaines rames ne seront pas disponibles avant plusieurs jours. La compagnie ferroviaire a d'ailleurs demandé des techniciens en renfort pour revenir à une circulation proche de la normale à partir de vendredi. Aude Vernuccio et la SNCF espèrent revenir à un trafic totalement normal dès lundi prochain. C'est une décision de justice rare et qui interpelle. Un garçon de 10 ans a été mis en examen à la suite de l'incendie de jeudi dernier à Aubervilliers en région parisienne qui a coûté la vie à une mère et ses 3 enfants. Tout est parti d'une bêtise d'un garçon laissé seul chez lui qui a mis le feu en jouant avec un chiffon et de l'essence. Il ne sera pas jugé car considéré pénalement irresponsable mais a été éloigné de la ville par le juge. Une décision de justice qui interpelle dans le quartier. Il y a 4 morts dont une dame enceinte, c'est grave, c'est très très grave mais franchement il fallait pas faire ça, de le mettre en examen. Ça reste un gamin, il a 10 ans, les morts ils vont pas revivre et voilà. Stéphane, un habitant de l'immeuble avec Jean-Jacques Herry.
Rude journée hier pour l'administration pénitentiaire, alors que Nicole Belloubet annonçait une réorganisation des services de l'administration pénitentiaire à la suite de la spectaculaire évasion de Redouane Faïd. 2 détenus se faisaient la belle de la prison de Colmar et une infirmière psychiatrique était prise en otage par un détenu à la prison de Salon de Provence. Elle a été relâchée saine et sauve après 3 heures de négociation. Et ne manquez pas l'interview dans quelques minutes à 8h20 de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. La ministre de la Justice reviendra avec nous sur les défaillances multiples qui ont permis l'évasion de Redouane Faïd. Nouvelle journée d'audition au Sénat dans l'affaire Benalla. L'entourage du chef de l'État est toujours sur le grill après Jean-Marie Gérier, l'ancien directeur de campagne d'Emmanuel Macron hier. Place ce matin à Christophe Castaner, proche parmi les proches. William Galibert, le patron d'En Marche, va devoir s'expliquer sur le rôle de Vincent Crasse dans cette affaire. Oui, c'est un intime du président qui va prêter serment devant les sénateurs. Le fidèle lieutenant Christophe Castaner, c'est le gouailleur, c'est l'élu du Sud-Est, le pilier de la campagne d'Emmanuel Macron, pilier aussi du gouvernement. Mais c'est bien comme patron de la République En Marche qu'il a été convoqué. Il va devoir s'expliquer sur le rôle de Vincent Crasse. Crasse, ancien employé de l'Élysée et employé de la République En Marche. Crasse, le compère d'Alexandre Benalla, on l'aperçoit lui aussi jouer aux policiers sur ces fameuses images des manifestations du 1er mai. Alors question simple, que faisait donc l'un de vos employés au cœur de ces incidents ? Christophe Castaner devra y répondre et il arrive dans une position inconfortable. Sa double casquette lui est reprochée, chef de parti et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. L'opposition l'a accusé de se cacher à la buvette de l'Assemblée quand ça chauffait dans l'hémicycle. Là, c'est le Sénat qui l'attend. Beaucoup moins foire d'empoigne, beaucoup plus de courtoisie. De quoi aborder un peu plus sereinement cette matinée. William Galibert du service politique d'Europe 1. Et le gouvernement va faire face de son côté à 2 motions de censure aujourd'hui. L'une déposée par les Républicains, l'autre par la gauche. En parallèle, une nouvelle enquête a été ouverte contre Alexandre Benalla. L'ancien collaborateur est mis en cause pour d'autres violences. Filmé également le 1er mai au Jardin des Plantes à Paris, quelques heures avant les événements de la place de la Contrescarpe. Des images qui mettent à mal sa ligne de défense. Je vous propose d'écouter Maître Grégory Saint-Michel, l'avocat des 2 plaignants. Sur cette vidéo, on voit tout simplement messieurs Crasse et Benalla, c'est à déterminer, mais enfin ils leur ressemblent franchement, qui sont en train d'interpeller un individu et qui chacun le saisissent avec des policiers qui suivent à quelques mètres derrière. On voit bien qu'effectivement, ils usent de qualité de police, qu'ils procèdent à une arrestation. Et qu'est-ce que raconte votre cliente ? Elle dit qu'elle a été effectivement interpellée, ce qui est déjà un acte de police, par 3 personnes dont l'un portait un brassard de police, donc elle a pu légitimement penser qu'ils étaient policiers. Ces personnes se sont permis de faire un contrôle d'identité, là encore sans qualité de police. Ils ont passé leur journée à jouer aux policiers. Après, dans quelles conditions, pour quelle motivation, et sur leur propre initiative ou sur des décisions d'autrui, ça on n'en sait rien, mais ce serait bien qu'on sache enfin ce qui s'est passé. Maître Grégory Saint-Michel, l'avocat des 2 plaignants, au micro européen de Salomé Legrand. 8h08 sur Europe 1. On passe à l'actualité internationale. La Californie, toujours en proie de très violents incendies. Oui, les flammes dévorent l'État américain. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort, prises au piège des brasiers. Parmi elles, cette famille américaine, une femme et ses 2 arrière-petits-enfants. Une histoire qui bouleverse l'Amérique, Sonia Dridi. Oui, le drame a bouleversé le pays. Eddie, 76 ans, s'est absenté jeudi pour faire une rapide course avec la seule voiture de la famille. Environ 15 minutes après son départ, il a reçu un appel terrifiant de sa femme alors que les flammes se rapprochaient à grande vitesse du mobil-home où le couple habite à l'année avec ses arrière-petits-enfants. Il n'a pas pu rejoindre son domicile, la route était bloquée. Eddie est resté au téléphone avec sa femme Mélodie et leurs arrière-petits-enfants, James, 5 ans, surnommé Junior, et Emily, 4 ans. Il a témoigné hier sur CNN. J'ai parlé à Junior au téléphone, puis il est mort. Il disait « Grand-père, viens me chercher ». Le feu approche de la porte arrière. Il disait « Allez grand-père » et je lui répondais « Je suis juste en bas de la rue ». Il répétait « Viens nous chercher » jusqu'à ce qu'il me dise finalement « Je t'aime grand-père ». Ma femme m'a aussi dit « Je t'aime grand-père ».
Ma femme était la femme la plus géniale du monde et mes petits-enfants étaient extraordinaires. Selon leurs proches, le petit James a appelé les secours, mais ils n'ont pas pu arriver à temps. Dans une tentative désespérée, Mélodie a recouvert de couvertures mouillées les corps des 2 enfants. Des membres de leur famille assurent que le couple n'a jamais reçu d'ordre d'évacuation. Les autorités mènent l'enquête. Sonia Dridi, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Retour en France, à Paris plus précisément, où Autolib vit ses toutes dernières heures. Oui, le service de voitures électriques en autopartage s'arrêtera ce soir à 23h59, ce qui ne veut pas dire que ce type de service va totalement disparaître dans la capitale. D'autres solutions sont en préparation. Olivier Samin. La première des nouvelles offres vient de Renault qui s'est associé pour l'occasion avec le loueur de voitures ADA. Dès le mois de septembre, 120 voitures électriques, des Zoé et des Twizy, vont être déployées dans les 11e et 12e arrondissements de Paris ainsi qu'à Clichy. Comme Autolib, il s'agira d'un système d'autopartage mais sans borne de recharge. Les utilisateurs laisseront les voitures à l'endroit où ils arrivent et ADA ira les récupérer pour les recharger. L'objectif de Renault et d'ADA, c'est 2000 véhicules dans tout Paris à la fin 2019. PSA va démarrer quelques semaines plus tard avec des Citroën et des Peugeot électriques, mais partira un peu plus fort en déployant d'emblée 500 voitures. La ville de Paris regarde ces initiatives avec intérêt et a fait le choix, cette fois-ci, de ne pas passer par un appel d'offres désignant un prestataire unique. Reste une question, que vont devenir les bornes des stations Autolib ? La ville réfléchit, elle pourrait décider de les garder pour offrir une solution à toutes les voitures électriques qui circulent dans Paris, y compris les voitures électriques des particuliers. Mais il faudra pour ça en modifier la technologie pour permettre une recharge rapide. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Certains d'entre vous ne sont pas encore partis en vacances, ne partiront pas ou bien sont déjà rentrés. Pas de quoi avoir le moral en berne. Travailler durant l'été comporte de nombreux avantages. Illustration dans le quartier des Affaires de la Défense à Paris avec Marion Jorte. Assis dehors, Guillaume traîne après sa pause déjeuner. Chemise retroussée, il profite du soleil avant de retourner travailler. Comme il fait beau, c'est l'été, j'ai un peu tendance à me prendre un peu plus de liberté. Mais après, sinon au niveau des horaires, c'est les mêmes normalement. Une pelouse synthétique a été installée dehors avec des baby-foot, des terrains de badminton et des fauteuils pour se reposer. Alors forcément, quand le chef n'est pas là, François en profite, quitte à terminer un peu plus tard pour finir le travail. J'ai plus le chef qui regarde quand j'arrive le matin. Maintenant, le travail, il faut le faire. Donc le soir, c'est moi qui reste. L'été, l'entreprise de Nicolas Daudré tourne au ralenti, synonyme de moins de pression pendant la journée. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont là pour bosser. Il y a juste mon chef, histoire d'eux, mais il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand chose à faire vu que tout le monde est en vacances. Et les journées sont plus relaxes. Les gens sont plus détendus. Au niveau des transports, bon, ça reste beaucoup plus accessible. Non, c'est plus confortable. Plus confortable, mais dès la fin du mois d'août, il faudra reprendre les bonnes habitudes, arriver plus tôt et oublier les longues pauses au soleil. Voilà, c'était Marion Jorte pour Europe 1. Mais oui, quel bonheur de travailler en été, n'est-ce pas, Sophie Tussaud ? Évidemment. Merci à vous, à tout à l'heure. Europe 1.